Bonjour, on enregistre ce podcast le 16 juin 2026 et, curieusement, on est toujours pendant le Covid. Alors, le premier épisode, c'était un petit peu par accident, mais on a commencé par parler d'autre chose que le Covid. Le deuxième épisode, on va dire que ça ressemblait à une coïncidence, on a commencé par parler d'autre chose que le Covid. Et là, j'ai l'impression que ça commence à devenir une tradition ou quelque chose comme ça, parce qu'on va parler d'autre chose que le Covid. Il y a quelques jours, tu m'as contacté et tu m'as appris qu'on était en plein dans un épisode de pollution à l'ozone. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une asso qui alertait, qu'on était, en tout cas à Paris, en Île-de-France, qu'on était dans un pic sévère de pollution à l'ozone. Ouais. Du coup, quand tu m'as dit ça, moi j'ai fait une petite recherche, je suis tombé sur le site de cette association. Et donc en effet, pic de pollution à l'ozone dans 3 régions françaises, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et surtout, le problème c'est que ça durait plusieurs jours. Ah Et ouais. donc, l'association, c'est une association qui promeut l'amélioration de la qualité de l'air. Et donc là, elle postait un communiqué dans lequel elle dénonçait le manque d'anticipation des pouvoirs publics. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Elle demandait aussi plusieurs choses. La gratuité des transports en commun dans les zones touchées, la mise en place immédiate de la circulation différenciée, à savoir qu'en général, c'est déclenché au 4e jour, et là, je crois que le communiqué, il était au 3e jour, ou peut-être un petit peu avant. Bref, voilà. Et il demandait à ce que ce soit mis en place avant la date habituelle. Et elle demandait aussi des messages clairs de santé publique, à savoir décourager les trajets en voiture non essentiels et les activités physiques intenses en plein air, et généraliser le télétravail. C'est marrant, là aussi, il y a des petits parallèles. Attends, du coup, on est Ouais. encore en pic de pollution à l'ozone ou ça a duré combien de temps? Alors, le communiqué de l'association, il est en date du 26 mai. Donc, je pense que ça avait déjà commencé depuis quelques jours au moins. Et ça a duré jusqu'au 30 mai. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu m'as dit ça, j'ai cherché à me renseigner aussi. J'ai pas trouvé grand-chose à part le communiqué de cette association. J'ai fini par aller sur mon application de météo, parce que je me suis rappelé qu'il y a une rubrique qualité de l'air, et en effet, c'était pas très joli. Il y a donc l'indice de qualité générale qui était pas bon, et dans la rubrique, tu as les différentes causes. Et donc, je suis allé voir dans l'ozone, et en effet, la courbe, elle montait jusqu'à devenir bien bien rouge, et elle avait atteint le niveau où il y a marqué risque de santé. Et est-ce que du coup, dans ta fenêtre, à l'air libre, ou je sais pas, dans la rue, tu sentais une différence ou pas? Ou genre, c'était imperceptible? En tout cas, ça n'a pas d'odeur. Moi, je m'en étais pas rendu compte au moment où tu m'en as parlé. A posteriori, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu plus essoufflé que d'habitude, mais je sais pas, est-ce que c'était une coïncidence ou pas? Je saurais pas dire. Ok. Et oui, donc cette courbe-là de l'ozone, elle était très très haute en journée, et on voyait que la nuit, ça redescendait, mais ça redescendait pas jusqu'à ce qu'elle redevienne verte. Ça restait dans la teinte orange. C'est déjà pas très bon, quoi. Bon, et là, je me suis dit, ok, l'air est pollué, mais heureusement, avec le Covid, on est bien informé maintenant sur la qualité de l'air. On sait plein de choses. Il n'y a qu'à appliquer ce qu'on sait déjà. Ouais. Sauf que l'ozone, c'est pas des particules, c'est un gaz. Ouais, c'est un gaz, ouais. Et du coup, ça a rien à voir. Bon, donc je me suis un petit peu penché sur qu'est-ce que c'est l'ozone. J'ai fait des recherches. Alors, c'est présent naturellement dans la stratosphère, donc tout là-haut, c'est normal qu'il y en ait, mais à l'altitude à laquelle nous on évolue, c'est pas normal qu'il y en ait. Bon, c'est un gaz qui est pas rejeté directement par l'industrie, etc. Mais c'est les rayonnements solaires qui déclenchent des réactions sur les polluants rejetés par l'industrie. Wow. Et ça crée de l'ozone. Et c'est pour ça que les pics, c'est seulement vraiment quand il fait très très beau et très très chaud. Wow. Ok.
Et c'est ça qui explique aussi que la courbe sur l'application de météo, je voyais qu'elle redescendait la nuit. C'est que, comme il n'y a pas de soleil, il y a plus de génération d'ozone. Donc, ça baisse. Ok. Je me suis renseigné sur les effets. Donc, ça peut provoquer de la toux, l'irritation de la gorge et des yeux. Ça peut aggraver les problèmes asthmatiques et respiratoires qu'on a déjà. J'ai essayé de voir un petit peu la quantité de ce que ça peut représenter. Le seul chiffre que j'ai trouvé, c'est que ça provoque 1700 décès par an, rien qu'en Île-de-France. Ça me paraît quand même pas mal. Rien qu'en Île-de-France. Ouais. Donc j'ai pas au niveau national. Bon, après, mais ils vont dire que c'était des gens qui étaient déjà malades. Exactement. Ouais, on fait plein de parallèles, c'est marrant. Voilà, donc voilà, les causes, c'est ça, c'est l'ensoleillement fort, les températures élevées, le manque de précipitation aussi, parce que la pluie, ça permet un petit peu de... Alors, je sais pas exactement, ouais, ça piège les polluants, et voilà, donc quand il fait très chaud, très sec, c'est propice au pic de pollution à l'ozone. Ce que disait l'association aussi, c'est que en fait, c'est pas rare d'avoir des pics de pollution à l'ozone, mais ça devrait pas arriver aussitôt dans l'année. Là, on est en mai, ça devrait pas arriver en mai, et ça montre donc l'accélération du changement climatique. Et du coup, ça devrait arriver en quel mois ? Alors, je sais pas exactement, mais habituellement, c'est en été, donc ça doit être juillet-août. Ok. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'on a eu plein des pics de pollution à l'ozone et on s'est pas rendu compte parce que là, on se rend compte parce que par hasard, YouTube m'a proposé une vidéo, quoi. Ouais, c'est possible. Enfin, avant, moi, je regardais la télé, avant, genre, il y a 10 ans, je sais plus. C'est ça. Voilà. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, mais ce n'est plus du tout le cas. Ouais. Ouais, là c'est pas, on peut plus, enfin ouais, je sais pas déjà si c'est annoncé à la télé, et puis c'est vrai que la télé, il y a de moins en moins de personnes qui la regardent, donc ouais, c'est pas comme ça qu'on peut l'apprendre. Du coup, la question que tout ça pose, c'est comment on se protège de l'ozone. Avec un filtre à charbon. Avec un filtre à charbon, ouais. Ton Purif en a un, ton Purif a un filtre EPA et un filtre à charbon, comme le mien aussi. Exactement, ça je le savais pas, je l'ai appris dans mes recherches. Et donc ouais, donc les filtres EPA, ça protège pas de l'ozone et des autres gaz, mais le filtre à charbon, oui. Bon. Et donc il y a des filtres à charbon, comme tu dis, dans certains purificateurs, et on peut aussi trouver des masques avec filtre à charbon. Ah oui, bien sûr. Moi, je n'ai acheté des masques pour des gens qui font du vélo ou qui utilisent la moto et tout ça. Sinon, c'est impossible. Ouais. Ouais. Ok. C'est ça, ouais. C'est commercialisé principalement contre les gaz d'échappement et tout ça. Ouais. Mais voilà, c'est aussi efficace contre l'ozone. Donc, pourquoi pas sortir à pied avec son masque, avec un filtre à charbon. Pour se protéger de l'ozone quand on doit sortir malgré ça, quoi. Après, il y a différents types de masques. Et pour les gens qui font du vélo et de la moto, il faut aussi que ça colle avec ton casque. Exactement. Ou si tu as des lunettes. Ouais. Voilà. Et donc voilà, le charbon actif, donc puisqu'on parle de charbon actif pour ces filtres, c'est créé en carbonisant des matières organiques végétales. Voilà, j'ai appris plein de choses là-dessus au cours de mes recherches. Sa principale caractéristique, c'est extrêmement poreux. Et j'ai vu que, par exemple, 1 gramme de charbon actif a une surface entre 400 et 2500 mètres carrés. Ça me paraît immense. Ah ouais. C'est incroyable. Ok. Voilà. Ok. Et donc, le principe du filtrage, c'est l'adsorption, qui n'est pas pareil que l'absorption, donc là c'est avec un D, et donc c'est le fait que les gaz et certaines autres particules se logent dans les pores du charbon, voilà, et l'air ressort purifié. Ok. Et oui, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas appris ça par le journal, il a fallu que tu tombes sur une vidéo YouTube. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de source d'information,
de broadcasting de l'info comme quoi, attention, on est en pic de pollution à l'ozone, donc on est un peu obligé de trouver l'info par soi-même, voire de faire de la veille en fait. Est-ce qu'il faut regarder son application de météo tous les jours ou trouver des sites spécialisés et pareil, aller les consulter régulièrement, quoi. Ouais. Et comment on peut savoir s'il y a de l'ozone chez soi? Bah écoute, l'autre fois on parlait de nos capteurs de CO2. Ils n'ont pas cette fonctionnalité-là, malheureusement. Et j'ai trouvé que c'est il y a très peu de capteurs en fait qui détectent l'ozone. Et surtout, ils sont encore plus chers que ce qu'on a, qui est déjà bien cher. J'en ai vu qui étaient entre 750 et 800 euros, quoi. Alors, je sais pas si je vais m'acheter un capteur d'ozone. Je sais pas si je suis prêt à faire l'investissement. Je préfère garder le nez sur mon application de météo. Bon, après, on peut aussi, on n'est pas obligé de vérifier en permanence. On peut aussi vérifier seulement quand il y a une vague de chaleur, on va dire. Mais est-ce que on sait, enfin, je sais que pas tous les pics de pollution sont dus à l'ozone. Je sais qu'il y a certains pics qui sont dus à des particules. Mais est-ce qu'on sait s'il y a d'autres types de pics de pollution? Oui, en effet, à l'ozone et aux particules fines. Je ne sais pas s'il y a d'autres types. Bon, en tout cas, pour les pics de pollution aux particules, on a nos capteurs de particules fines, on a nos FFP2 et nos filtres. Ouais, c'est bien, on est équipé. Mais après, c'est bien qu'il y ait aussi des mesures plus collectives. Oui. De la part des pouvoirs publics, par exemple. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les pouvoirs publics? Ils peuvent baisser la limitation de vitesse déjà. Ça a un impact assez fort. On a parlé tout à l'heure des transports en commun. À une époque, lors des épisodes de pollution, les transports en commun étaient rendus gratuits. Ah bah oui, je me rappelle, en 2014, ouais. Il y a eu des gros pics de pollution aux particules. Et je me rappelle, au début, c'était gratuit, genre toute la journée. Et après, c'était tellement fréquent qu'ils ont dit, OK, bon, on va faire un forfait, on ne peut plus continuer avec la gratuité. Ouais, c'est ça. Et puis même le forfait, il s'est mis à augmenter en termes de prix. Hein. Oh, il a commencé à 3,80 € en 2017. Aujourd'hui, il est à 5,10 €. Bon. Ah ouais, j'ai vu que pour le pic des pollutions, là, en tout cas, sur un article, il parlait que jusqu'au 30 mai, c'était à 5,10 €, ouais. Ah ouais, avant c'était moins cher. Un ticket par jour et tu circules toute la journée, c'est déjà bien. Sauf quelques zones, genre les aéroports, je crois que c'est pas inclus. Mais à part ça, je pense que tu circules sur tout le réseau pour ce prix-là. Bon. Mais oui, ça a augmenté. Quoi d'autre à l'époque, je me rappelle qu'il y avait du stationnement gratuit, mais je ne sais pas lesquels exactement, mais je sais qu'il y en avait. En fait, c'était vraiment pour faire que les gens arrêtent leur voiture et prennent le métro gratuit, quoi. Mais c'est ça, ouais. Je ne sais plus maintenant si c'est le cas. Ouais, c'est le stationnement résidentiel, c'est-à-dire que les rues où tu payes le stationnement, il devient gratuit. Donc tu peux laisser ta voiture sur le bord de la route et aller prendre un bus, un métro, et moins polluer. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Il y a aussi le covoiturage. Île-de-France Mobilité a un service de covoiturage. Ah ouais? C'est pas très connu, ouais. Tu savais pas? Moi non plus. Et donc en fait, quand t'as un abonnement, non, c'est pas imaginaire, c'est Navigo. Voilà, je suis retombé dans mon enfance. Quand t'as un abonnement Navigo, t'as droit, je crois, à 2 trajets par jour en covoiturage. Ah ouais? Je crois que c'est Île-de-France Mobilité qui. Alors je sais, j'ai pas réussi à trouver. Est-ce qu'ils rémunèrent ou est-ce qu'ils dédommagent les conducteurs qui se proposent de faire du covoiturage? En tout cas, ils ont un avantage financier. Attends, mais j'ai envie de faire du covoiturage maintenant. Bah oui, mais pareil, je veux aller n'importe où. Et donc voilà, donc c'est. Alors, j'ai pas trouvé. Je pense que tu peux utiliser le service de covoiturage en payant, mais en tout cas, donc pour le Navigo, il y a 2 trajets gratuits par jour. Et en cas d'épisode donc de pollution, ils peuvent déclarer que pour n'importe qui, il y aura 2 trajets gratuits par jour. Donc ça, je trouve que c'est chouette. À l'époque,
je me rappelle aussi que il y avait eu toute une discussion de est-ce qu'on fait la circulation alternée je crois que c'était selon les chiffres d'immatriculation de ta voiture ou un truc comme ça. C'était un gros truc. Est-ce qu'on le fait pas? Et finalement, je crois qu'on l'avait fait 2 jours, mais genre après enfin genre à la fin du pic, quoi. Enfin un truc. Enfin, ils ont vraiment mis du temps à mettre en place un truc concret, quoi. Ouais, d'accord. Pour cette année-là, pour 2014, ouais. Mais ouais, 2014, ouais. Enfin, c'est à l'époque où j'avais ouais. la télé. Donc, c'est la seule référence que j'ai de ce qui s'est passé vraiment. Voilà, T'as vu quoi. la télé que un an. Ouais, c'est ça. Ok. Mais ouais, la circulation alternée, c'est un procédé qui a duré quelques années quand même. J'ai pas les dates exactes. Et en effet, bah, un jour, c'était les voitures avec une plaque minéralogique paire qui pouvaient circuler, et le jour suivant, c'était les plaques impaires. Donc, il fallait s'organiser, il fallait covoiturer ou prendre les transports en commun. Mais oui, alors, dans l'idée, c'était censé réduire la circulation de moitié, mais bon, évidemment, les gens fraudent. C'était pas tout à fait ça. Ça faisait réduire le trafic routier de environ 15 à 20%, ce qui est Ah, déjà bien. oui, je me rappelle que en 2014, C'est l'année de ce podcast, c'est là, là, ouais, vraiment. voilà. J'avais vu que la circulation alternée avait été décrétée, quoi. Ouais. Et puis j'ai regardé les numéros d'immatriculation et je voyais tout et n'importe quoi. Il y avait les paires, les impairs, le tout. Je suis en mode, C'est ça. mais attends, il y a comment qui. Enfin, je comprends pas. Donc, ok, donc enfin, les gens fraudaient juste. Les gens, Bah, c'est ça, ouais. enfin, les gens sortaient leur voiture, peu importe le jour, quoi, c'est ça? Oui, alors oui, ça dépend des personnes évidemment, mais ouais, il y avait beaucoup de fraude entre guillemets, mais principalement, j'imagine, parce que ça coûte cher de contrôler, surtout sur tout le territoire. Ouais. Et du Voilà. coup, tu dis que ça a duré plusieurs années, mais à partir de quand? Alors, je sais plus en quelle année ça a été mis en place, mais je sais que ça s'est arrêté en 2017 et ça a Ah, été remplacé par la circulation différenciée. Donc là, c'est plus le même principe. ok. C'est que je sais pas si tu connais les vignettes Crit Air sur les voitures. Ça te dit quelque chose? Non? Non. En fait, c'est une vignette avec un chiffre qui indique en gros la qualité écologique de ta voiture. C'est Mmh. un score écologique, si tu veux. C'est comme le Nutri-Score, mais pour la pollution de ta voiture. Ok. Voilà. Et donc, bah, la circulation différenciée, les véhicules déjà qui n'ont pas de classification crit R ou qui ont une classification crit R trop élevée Mhm. ne peuvent pas circuler. Ok. Donc là, c'est plus ciblé, c'est plus la moitié un jour et la moitié l'autre jour. Là, c'est vraiment les véhicules les plus polluants, on les sort pas. Ah, donc, ils sont passés des choses depuis que j'ai plus de télé. Si tu savais, on va devoir faire plusieurs podcasts à ce rythme-là. Et Ok. donc, ouais. Bah, alors, donc, les mesures de circulation, qu'elles soient alternées ou différenciées, et évidemment, elles s'opposent à la colère des automobilistes, des associations d'automobilistes, moi, qui me rappelle un peu les restaurateurs qui criaient liberté quand les restaurants étaient fermés à cause du Covid. Ouais. C'est vraiment, bah ouais, mon confort individuel plutôt que le bien-être de la société, quoi. Et bon, c'est comme ça. Hmm. Et voilà, donc j'ai essayé de me renseigner sur l'impact de la circulation différenciée. J'ai trouvé un chiffre, encore une fois. Donc tout à l'heure, je te disais que ça coûte cher de faire des contrôles, et là, ça l'illustre bien. Donc pendant l'épisode, c'est pas 2014, de fin août 2019, donc il y a eu un épisode de pollution, il y a eu 222 contraventions qui ont été adressées sur 3 jours. Ok. C'est absolument rien, donc évidemment les gens fraudaient. Ok. Donc voilà, tout ça, c'est les mesures collectives qui sont mises en place par les pouvoirs publics. Après, ils font aussi des recommandations au public qui laissent un petit peu à désirer à mon goût. Donc, je suis allé sur le site du gouvernement, je suis allé voir ce qui se dit en cas de pic de pollution. Accroche-toi. Ok. Éviter les zones à fort trafic routier. Ok. Merci, je vais pas aller courir sur l'autoroute. Ok. Et les activités intenses, bah oui, si l'air est dégueulasse, je vais éviter de respirer fort. Ok. Voilà, c'est tout. Vraiment, donc là, en prenant un peu le temps de faire des recherches, j'ai pu
trouver des informations sur les purificateurs d'air, les masques, les filtres à charbon. Tout ça, ça n'existe pas dans les recommandations officielles. C'est assez incroyable. Bah, ça me surprend et en même temps, ça me surprend pas. Oui, Bah, tu c'est sais, sûr. en parlant de recommandations, Hmm. en 2014, La prochaine fois, tu me dis devine en quelle année. en 2014, je me rappelle que on avait déjà un truc anti-masque en France. Ah ouais? Parce que, je me rappelle, en fait, ça sentait tellement mauvais. Enfin, dès que j'ouvrais la porte de chez moi, ça sentait comme la couche sale d'un bébé, Ah, et genre d'un bébé ah malade, quoi. Enfin, merde. c'était vraiment un truc, et ça s'imprégnait dans tes vêtements, tes Ah, c'est cheveux, tout horrible. quoi. Et donc, enfin, moi j'avais envie de mettre un masque, mais Ouais. mais Mais, il y avait des experts, mais au pluriel, mais à la oui. télé, euh, qui disaient qu'il fallait pas utiliser des masques parce que Hmm. c'était pas efficace, que c'était pire, que je sais pas quoi. Enfin, même vraiment des trucs, des désinformations. Et j'avais envie de mettre un masque, mais Hmm. je l'ai pas mis. Parce que, voilà, un peu comme au début du Covid, enfin un peu comme, je sais pas si c'était en mars ou février, quoi, quand on disait, ouais, il faut pas utiliser des masques, machin, c'est pire, ça sert à rien. Pareil, j'avais envie de mettre un masque, mais je voulais pas avoir l'air complètement bête, que les gens se moquent des moi et tout. Mais bah, c'était pareil en 2014, mais par rapport à la pollution en particules. Ouais, d'accord, c'est le même scénario. Ouais. Par Ouais, peur du jugement, à cause de mauvaises informations, tu t'es pas protégé, quoi. Oh, ouais, on était déjà c'est trop anti-masque en horrible. France en fait. C'est ça, ouais. Ah, C'est une longue tradition quoi. Enfin, ça me depuis fait penser vraiment, 2014. c'est un long truc quoi. Maintenant, mais c'est un long truc et c'est pas que Ouais, par rapport au Covid. Enfin, il y a un ouais, truc, c'est vrai. je sais pas, il y avait des experts, mais genre plusieurs disciplines quoi. Ouais. Enfin, bref. Pourquoi les fabricants de masques font pas un peu de lobbying pour dire mais si, ça sert à ceci, à cela. Bah ouais, il nous faut quoi. On va les appeler. Et du coup, bah, en parlant du Covid, figure-toi qu'il y a un lien entre la pollution de l'air et la sévérité du Covid. J'ai trouvé une méta-étude qui parle de ça. Alors, elle porte principalement sur la pollution aux particules fines, mais ils disent que les résultats sont similaires avec l'ozone. Ah ouais. Les conclusions de cette méta-étude, c'est que donc la pollution de l'air accroît l'expression des facteurs d'entrée virale, je cite, donc ça veut dire que ça facilite les infections Ah ouais. et que ça peut provoquer une dérégulation immunitaire. Donc là aussi, ça fait que bah, si tu t'infectes avec un virus, tu vas être moins protégé. Ah ouais. Et donc voilà, ça veut dire que bah, le Covid et les autres infections peuvent être plus graves si tu as été exposé à la pollution de l'air. Mmh. Ah Donc ouais. ouais, il faut bien se protéger de ça, quoi, comme du Covid. Et c'est là que on rencontre un petit problème. Je veux me protéger du Covid, globalement, j'ouvre les fenêtres. Mais si l'air de dehors, il est dégueulasse et dangereux, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ouais, ouais. Voilà, Bah donc ouais. les deux entrent en conflit, quoi. C'est un petit peu compliqué. Donc bah Ouais, donc là, il nous faut, là, dans ces cas-là, on s'enferme un peu, on allume le purif à fond et on met nos masques, quoi. Enfin, bah ouais, enfin, si on en gros, veut, c'est si ça. on veut être avec d'autres personnes, quoi. Enfin, si on veut faire un truc Ouais, collectif, au c'est lieu de ça. faire un pique-nique à l'extérieur, on fait un truc à l'intérieur On fait une avec partie de cartes, purif, ouais. masque. Voilà. Ok, ok. Donc ouais, il faut fermer pour pas laisser entrer l'air pollué, mais il faut bien purifier l'air intérieur, quoi. Alors par contre, dans les recommandations, ils disent quand même d'aérer 10 minutes par jour, même en cas d'épisode de pollution. J'ai trouvé ça un petit peu surprenant, mais l'explication, c'est que bah, ils recommandent vraiment d'aérer tous les jours son logement à cause de la pollution des équipements, des meubles que tu as chez toi, quoi. Ouais, des Ça fait partie VOC, quoi. exactement, je cherchais le terme, merci beaucoup.
ça dégage des VOC et bon, c'est pour ça aussi qu'ils recommandent d'aérer. Bon, bah, t'ouvres, ça fait sortir des VOC, ça fait entrer de l'ozone et tu lances ton purif, quoi. Non, mais oui, ça fait trop peur, en fait. Enfin, pourquoi pas expliquer aux gens en mode il vous faudrait un purif. Ouais, Comme c'est ça. ça, Ouais. vous aérez, mais vous purifiez l'air quand même, parce que, enfin, ça paralyse les gens. Enfin, vraiment, c'est des trucs complètement contradictoires. Qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est ça, ouais. Il y a des choses à faire, mais personne ne nous le dit. C'est un peu flippant. Ouais. Je comprends pas. Ça me rappelle, tu sais, quand il y a eu l'incendie à Notre-Dame. Je pense pas que Oui. c'était en 2014. C'était après. Le fameux je suis sorti de table parce que c'est Notre-Dame. Je sais pas si t'as vu ce mème. Non? Non, je crois que c'était un tweet qui était une personne qui pétait les plombs parce que Notre-Dame était en feu et bon, ça paraissait un petit peu exagéré et du coup c'est devenu un mème, ça a été ressorti à toutes les sauces. Dès qu'il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui dit non, je peux plus, je suis sorti de table. Ah non, je connaissais pas du tout. Ok, bon, je te l'enverrai. S'il te plaît. Mais en tout cas, ça me rappelle que, à cette époque-là, pendant cet incendie et les jours d'après, je crois qu'il y avait des gens qui étaient... Enfin, je n'ai pas l'info très claire, mais il y avait des gens qui alertaient un peu ou qui s'inquiétaient un peu. Et les messages officiels, c'était « Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, il s'est rien passé, vous pouvez continuer à respirer normalement, les enfants peuvent continuer à aller à l'école, genre dans les alentours, etc. » Je crois qu'il y a eu une étude après sur la qualité de l'air et un truc dans les abeilles. Je ne me rappelle plus en fait, mais il y avait un truc par rapport au pollen. Ouais. Et on avait montré qu'il y avait du plomb, déjà dans les écoles, ouais, aux alentours de Notre-Dame. Et je crois que, je ne me rappelle plus si c'était du plomb. Enfin, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait fait partie de cette recherche, ou qui travaillait dans un champ similaire et qui du coup était très au courant de cette recherche. Et on avait trouvé une pollution au plomb du Notre-Dame ou aux composants de ce qu'il y avait à Notre-Dame dans tout le chemin que la fumée avait suivi pendant l'incendie. Et du coup, ça arrivait jusqu'à... Enfin, ouais, c'était genre... jusqu'au périph', dans le... Je crois que c'était le nord... c'était quoi? Le nord-ouest? Le nord-est? Ouais. Attends, je sais pas. C'est à ma droite. Est. Mais bon, je sais plus, il faut aller chercher. Mais un truc impressionnant quand même. C'était pas juste dans les quartiers autour de Notre-Dame, etc. C'était vraiment loin. La pollution de l'air était arrivée très très loin. Et à nouveau, on nous avait menti et on s'est rendu compte des années après. Mais c'est ça. Mais moi, ça me sort de moi de voir que on va te dire mais ouais, laissez les gosses, c'est bon, tout va bien, alors qu'on les fout en danger et qu'on n'applique pas le moindre petit principe de précaution, quel que soit le sujet, quoi, quel que soit le problème. C'est vraiment, c'est horrible. Ouais. Pourquoi vous détestez les enfants, quoi. Ouais, mais c'est comme pour le Covid, quoi. C'est genre, les enfants ne s'infectent pas. Ouais. Ah oui, ils s'infectent, mais c'est pas grave. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, vous y allez à l'école, continuez à bosser. C'est ça. Je sais pas combien d'années il va falloir pour que finalement les gens disent « Ah bah merde, c'était pas une bonne idée. » Et alors que maintenant, on sait que le Covid long pédiatrique est devenu la première maladie chronique des enfants devant l'asthme, quoi. C'est pas rien. Ouais. Mais il n'y a jamais eu de démenti, il n'y a jamais eu de nouvelles consignes de faire gaffe. Enfin, c'est bon. Ah, c'est flippant tout ça. Ouais, mais du coup, c'est horrible parce que du coup, en discutant de tout ça avec toi, je me rends compte qu'il y a quand même un historique de... des informations par rapport à ces thèmes de protection, de qualité d'air, de tout ça. Ça rappelle aussi Tchernobyl, l'amiante. Il y a eu plein d'histoires comme ça, en fait. Hein. Ouais. On n'est pas informé, on n'est pas protégé comme on devrait l'être par l'État. Ouais, trop dommage. Quand j'ai su que les filtres à charbon, ça filtrait l'ozone, et avant que je sache qu'il y avait un filtre à charbon dans mon purificateur d'air,
je me suis rappelé qu'il y en avait un dans ma hotte de cuisine. Ok. Et donc ma réaction, ça a été de me dire, eh ben, je vais mettre ma hotte de cuisine à fond, comme ça va filtrer l'air de mon appartement et ça va sortir l'ozone et ce sera plus simple. Bon. Sauf que je me suis rappelé un petit peu après que j'avais enlevé le filtre à charbon de ma hotte. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'est une histoire bête. Quand j'ai acheté ma hotte de cuisine, le vendeur m'a expliqué un petit peu comment ça marche, à quoi ça sert. En gros, il y a deux filtres. Il y a le filtre à graisse, qui est celui qui est apparent, et le filtre à charbon qui est à l'intérieur. Et donc, le vendeur m'a expliqué que le filtre à charbon, c'est pour filtrer les odeurs. Ok. Et moi, je me suis dit, j'aime bien les odeurs de cuisine. Pourquoi je voudrais pas sentir ce que je suis en train de cuisiner? Je vais le manger après. J'ai intérêt à apprécier l'odeur, quoi. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi on foutait un filtre. Bon, apparemment, c'est plus pour ce qui est les poissons, les trucs vraiment qui puent, d'accord. Mais bon, moi, j'en fais pas. Bon, je me suis dit, je vois pas trop l'utilité. Et au fil du temps, à utiliser donc ma cuisine et ma hotte, je me suis rendu compte qu'elle aspirait pas autant que j'aurais voulu. Et je me suis dit, il faut enlever un truc qui fait de la résistance à l'intérieur. J'ai enlevé le filtre à charbon. Donc, quand je me suis rappelé de ça, un peu plus tard dans la soirée, j'ai retourné tout mon appartement pour le retrouver, et je l'ai jamais retrouvé. J'ai dû le jeter auparavant. Donc voilà. Et heureusement après, on a trouvé que dans le purificateur d'air, il y en a un aussi. Donc j'ai éteint la hotte et j'ai allumé le purificateur d'air. Mais du coup, ça fait combien d'années que tu as ta hotte? Ça fait une bonne douzaine d'années. Ouais, c'est ça. Okay. Je sais plus quand je l'ai enlevé ce filtre, mais ça fait bien plusieurs années. Mais du coup, il y a aussi un filtre EPA dans les hottes ou c'est seulement le filtre à charbon? Ou comment ça marche en fait? Non, il n'y a pas de filtre EPA. C'est ça en fait. Donc la cuisson, ça génère des particules fines. Ouais, oui. Et apparemment, c'est le filtre à charbon qui les capte. Et ok. Du coup, voilà. La question que je me pose du coup, c'est en effet, le filtre EPA dans le purificateur, il fait double emploi. C'est un peu étrange, mais bon, il doit y avoir une raison. J'ai pas réussi à trouver exactement pourquoi. Je pense que le filtre EPA est possiblement plus efficace et moins cher. Et voilà quoi, ils mettent le filtre à charbon pour compléter, mais ils veulent pas. Enfin, ça doit coûter trop cher si on mettait qu'un filtre à charbon possiblement, je pense. Ok. Et ouais, du coup, c'est ça. Après, je me suis un petit peu renseigné. J'ai regardé un petit peu des fiches produits de hotte sur Internet, et c'est très très rare qu'ils indiquent que oui, ça filtre les particules. C'est vraiment pour les vapeurs et les odeurs. C'est ça qui est mis en avant. C'est un peu étonnant. Je sais pas si c'est un manque de formation ou d'information des personnels ou des commerciaux, mais voilà. Quand tu achètes une hotte, tu sais pas nécessairement à quoi ça sert au total. Moi, c'est vrai que j'ai jamais su les mini hottes d'appartements qui n'ont pas des débouchés vers l'extérieur. Mm-hmm. Je savais pas comment ça marchait. Je pensais que c'était vraiment esthétique. Je me disais, mais parce que je connaissais des gens qui en avaient, mais vraiment des trucs très petits. Et je voyais surtout que l'air n'était jeté nulle part. Enfin, genre, ça restait dans l'appartement. Donc, je me disais, mais à quoi ça sert d'avoir un truc qui aspire l'air et qui le rejette en étant encore sale de l'autre côté? Donc, moi, je me moquais un peu. Et je pensais que c'était un peu un truc de marketing. Ouais, et, un peu le truc, la hotte, elle marche. Mais en fait, c'est un peu esthétique puisque ça prend l'air et ça le rejette en étant sale de l'autre côté, comme il est entré, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour ça, moi, j'ai jamais eu des hottes. Ouais. Que j'ai toujours pensé que c'était pas vrai. En effet, le mieux, c'est les hottes qui... C'est ça. Les vraies hottes qui... pardon, je dis vraies hottes, mais pour moi, les vraies hottes, c'était celles qui rejettent l'air vers l'extérieur. Ouais. Donc, pour moi, ça, ok, ça marchait et ça valait la peine. Mais pour moi, si tu n'avais pas la possibilité de mettre le truc vers l'extérieur, ça ne faisait rien du tout. Ouais.
Et je m'étais même après avoir découvert les filtres et tout ça, je m'étais jamais posé la question jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, en effet, les hottes qui évacuent vers l'extérieur, c'est le plus efficace parce que ça va évacuer la totalité de ce que ça aspire. Donc là, ouais, ça marche bien. Mais en effet, les hottes qui évacuent pas, qui recyclent, c'est un peu le même principe qu'un purificateur d'air, ça filtre. Ouais, mais c'est incroyable, je savais pas. Et ouais. Maintenant, j'ai vu une hotte. Ouais. Oui. Tu veux une hotte, ok. Ouais. Ouais, maintenant qu'on se rend compte, qu'on comprend à quoi ça sert, ouais, c'est ça. Bah ouais. On peut pas avoir le besoin sans savoir l'utilité, quoi. C'est bizarre. Moi, comme pareil, quand je l'ai acheté, je savais pas vraiment pourquoi. Hein. On vrai dire, c'est ma mère qui m'a dit il te faut une hotte. Elle a pas su m'expliquer pourquoi. Ouais. Donc j'ai dit bon d'accord. Mais du coup, tu l'utilisais souvent quand tu cuisinais ou pas? Au début, je l'ai utilisé puisque j'en avais une. Et puis, ouais, je me suis rendu compte que je voyais pas l'utiliser en fait. Surtout que, comme je te disais, je trouvais qu'elle aspirait pas beaucoup. Donc toute l'utilité que je voyais, c'était aspirer la vapeur, si tu veux. Et comme toute la vapeur n'était pas aspirée parce qu'elle aspirait pas très très fort, je voyais pas l'utiliser. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. Et c'est seulement quand on a commencé à s'intéresser aux particules, je crois que c'est encore une fois toi qui m'as appris que la cuisson, ça génère des particules fines. Donc j'ai mesuré avec mon petit capteur de particules fines et en effet, la cuisson, ça en génère. Et c'est là que j'ai recommencé à l'utiliser, mais cette fois en sachant pourquoi. Et d'ailleurs, ouais, je peux peut-être... ouais, il m'est arrivé un truc un jour. Je sais plus ce que je faisais à bouffer. Je pense que j'ai surtout mis le feu beaucoup trop fort. Et c'est mon purificateur d'air qui a aussi un capteur de particules fines intégré, qui s'est mis mais en le rouge le plus rouge possible. Je ne me souviens plus le chiffre qui était affiché, mais il m'a fait peur. Vraiment, j'étais en train de me dire, je vais mourir chez moi à cause des particules fines. Je sais plus si c'était plusieurs milliers ou quoi, mais moi c'était effrayant. Et du coup, j'ai mis ma hotte à fond et je suis sorti sur le balcon avec mon chat sous le bras parce que je voulais pas non plus qu'il s'intoxique. Et en attendant que la hotte et le purif filtrent tout ça. Mais encore une fois, j'avais enlevé le filtre à charbon de la hotte, j'avais oublié, donc la hotte, elle servait à rien. Mais ouais, ça a mis un temps fou juste avec le purif pour que le taux de particules fines rebaisse à un niveau acceptable. Et je sais pas, ouais, c'était flippant. Je sais plus ce que j'ai fait ce jour-là, encore une fois, mais ça a généré une quantité incroyable de particules fines. Moi, pareil, mais bon, mon capteur des particules fines, ça arrive que jusqu'à 999. Donc, Ouais. je peux pas savoir s'il y en avait plus que ça, mais je me suis mise à mesurer la quantité de particules fines quand j'ai cuisiné et avec le purif à côté. Et du coup, partout, c'était 999. Mais quand j'approchais le truc, le capteur du purif, ça réduisait énormément et puis ça arrivait vraiment très très bas quand il était vraiment sur le purif, quoi. Mais c'est impressionnant de savoir qu'on est habitué à être à 999 quand on cuisine, de particules fines, c'était PM 2.5 les miens. Quand on cuisine, quoi. Et qu'il n'y a pas plus d'infos que ça par rapport au fait que la cuisine, ça génère énormément de pollution intérieure. Ouais, c'est ça. Moi, si j'avais su vraiment, je sais pas, j'aurais commencé à cuisiner avec les fenêtres ouvertes beaucoup plus souvent, ou je sais pas, j'aurais acheté la hotte dont on parle, ou cuisiner avec le purif, je veux dire, avant 2019, quoi. Ouais, c'est ça. Ou mettre des mesures en place pour ne pas... parce qu'un peu comme toi, pareil, moi, ça ne me dérange pas si je suis en train de cuisiner et que ça sent, je ne sais pas ce que je cuisine, quoi. Oui, c'est ça. Moi, ça ne me dérange pas. Sauf qu'on s'en fout si ça ne me dérange pas. On est à 999 de particules fines 2.5, quoi. Donc, c'est une question de santé. C'est ça. Mais on ne m'a jamais expliqué avant 2019. C'est ça.
on n'a pas l'info. Et c'est comme, je suis en train de faire le rapprochement, les ventilations mécaniques, les VMC, dans Mhm. la cuisine en général, tu as un petit cordon à tirer pour ouvrir plus. Ouais. Et bien on sait pas pourquoi il faut ouvrir plus. Ben, maintenant on le sait, c'est quand tu cuisines, ça fait des particules fines et il faut évacuer ça, quoi. Ouais, ouais. Ben, moi, j'habitais dans un appartement, ce truc, il marchait pas très bien. Ah ouais. Enfin, ouais. Enfin, ouais. Je le mettais de temps en temps, mais ça marchait pas très bien. Enfin, ouais, je voyais pas trop l'utilité. Je Ouais. pense il était pas nettoyé régulièrement. Enfin, tout le conduit, quoi. Ouais, c'est possible. Et puis il faut aussi que le moteur il soit efficace, qu'il soit à la Ouais, bonne vitesse. Il y a plein de choses. Ouais. ouais, Il y a plein ouais. de critères. Je me suis rendu compte aussi, puisqu'on parle de VMC, je me suis rendu compte que si, en fait, tu sais que c'est un seul bloc moteur qui aspire dans tous les appartements de la colonne, en fait. Et du coup, si un voisin a la fenêtre ouverte, il y aura moins de résistance pour aspirer l'air de son appartement que du sien. Mhm. Et donc, si tu as des voisins qui ouvrent leurs fenêtres, ton appartement, il est moins bien ventilé. Je trouve ça incroyable quand même. Hmm. Bah, je crois qu'il y a plusieurs types de VMC, non? Ouais, c'est sûr, ouais. Il y a des Il y en a VMC où... qui partagent la colonne, machin, enfin Ouais, bref, je sais plus, mais il y a tout un tas de trucs. Enfin, certains qui sont un peu anciens, machin. Et surtout à Paris, on a beaucoup les anciens. ouais. Et surtout à Paris, on a beaucoup de cuisines Hmm. qui n'ont pas de fenêtre et qui n'ont pas de Oui, VMC. ah oui. Hmm. Et donc, cuisiner avec ça, même si, enfin, parce que par exemple moi, même si j'ouvrais, enfin, dans un appartement où j'habitais, où la cuisine était loin, même si j'ouvrais la fenêtre, enfin, où la cuisine était loin des fenêtres, Ouais, euh, même si j'ouvrais la fenêtre, en fait, ça faisait rien du tout. Et donc, ouais. Hmm. parfois, les odeurs, ça restait. Et j'avais trouvé sur internet que pour éliminer les odeurs, il fallait faire bouillir du vinaigre. Ah ok. Et donc, bah moi, c'est ce que je faisais quand je voulais vraiment éliminer les odeurs. Mais la VMC ne marchait pas, les fenêtres n'étaient pas, enfin, c'était pas traversant, donc j'avais une seule fenêtre à ouvrir, donc enfin, ça faisait pas un courant d'air. La cuisine était dans un coin, enfin. Donc, même si je voulais enlever les odeurs, dans le contexte parisien, bah je mettais du vinaigre. Après je sais pas quelle est la réaction que le vinaigre fait avec Hmm. particules fines et odeurs, etc. Ouais. Mais en tout cas, ça réduisait les odeurs. Mais voilà. Mais enfin, on m'avait pas expliqué qu'il fallait des filtres, tout ça. Hmm. Ouais, t'as constaté que c'était efficace le vinaigre? Ouais, Ça m'intéresse. Ah, c'est ouais, marrant. c'est efficace, ouais. Mais après, Ok. j'aimerais bien savoir pourquoi. Ça, j'ai pas cherché. Ouais. Bon à Mais savoir. peut-être pour la prochaine fois, on pourra chercher. Ouais. Non, mais c'est intéressant, je trouve. Ouais. Et du coup, ouais, je me dis que c'est peut-être une information qui peut être intéressante à partager. Moi, j'ai une petite astuce, on parlait des VMC, pour savoir déjà si elles sont en marche, si elles fonctionnent bien. Ce que je fais, c'est que je prends un rouleau de papier toilette, je déroule un petit peu et je l'approche de la VMC. Et si le papier toilette est aspiré, bah, déjà c'est qu'elle marche, c'est une bonne chose. Et après, plus elle est aspirée, plus l'aspiration, enfin plus la feuille de papier toilette s'approche fort et rapidement, si tu veux, euh, plus ça montre que l'aspiration est forte. Voilà. Et Ouais. moi, j'ai l'habitude d'enlever les petites grilles puisque ça réduit le débit. Voilà. Donc chez moi, en général, il y a tout le temps les grilles qui sont sorties pour avoir un débit maximum et évacuer, renouveler l'air et évacuer le CO2. La petite astuce. Mais après, voilà, il y a aussi les VMC qui ne marchent pas ou qui sont Ouais, à l'ancienne, ouais, qui te ramènent les odeurs des voisins et ouais. donc les particules des voisins et donc les virus des voisins. C'est ça. Si le bloc moteur il marche pas ou il est à l'arrêt pour une raison ou pour une autre, là, c'est air partagé exactement. Ouais. Ouais. Là, ça m'est arrivé. En fait, t'as le boîtier de commande du bloc moteur de la VMC qui est dans les parties communes. Et quand il y a une panne, il sonne. Ça m'est arrivé de rentrer chez moi et de l'entendre sonner.
Et ben chez moi, je porte le masque. Ouais. Non, mais cette histoire des VMC, c'est vraiment. Ouais. Il faudrait que ça soit un peu plus sûr, quoi. Ouais. Et tu sais, parfois c'est tellement compliqué d'enlever les odeurs. Bon, c'était compliqué d'enlever les odeurs dans mon appart qu'il y avait certains aliments, je préférais ne pas en cuisiner. Ah ouais, carrément. Ah oui, parce que ça sentait vraiment mauvais. Et comme je te dis, c'était vraiment difficile d'enlever les odeurs. Comme quoi, par exemple? Non, j'ai pas envie de dire. T'as pas envie de dire? Ah, pardon, ok. Non, pardon, parce que j'ai pas envie d'être méchant avec certaines personnes qui pourraient aimer, quoi. Je comprends. Et en discutant avec toi, ça me fait me rappeler que j'ai connu quelqu'un qui habitait dans un tout petit appartement et qui avait une mini fenêtre. Et il me disait que vu que son appartement était tellement petit, il préférait ne rien faire à la poêle. Parce que pareil, il disait, les odeurs, ça s'imprègne partout et c'est hyper difficile à faire sortir. Ouais. C'était une toute petite fenêtre. Et du coup, chez lui, il mangeait que des salades. Oh, wow. L'horreur. Alors, c'est bon les salades, mais se limiter à ça, c'est triste. Ouais. Du coup, tu vois, pareil, je pense que lui, ça aurait été bénéfique de savoir que les hôtes, ça marchait vraiment. C'est ça, ouais. Les purifs, ça marche. Ou faire d'autres trucs, quoi. Mais il y a pas. Lui, il n'avait pas de VMC. C'était un tout petit appart sans VMC. Et du coup, je trouve que c'est vraiment cette histoire d'odeur et cuisine, c'est compliqué, quoi. Ouais. Maintenant que tu le dis, quand on ne sait pas comment les enlever, quand on ne sait pas comment enlever les odeurs. Maintenant que tu le dis, j'ai connu quelqu'un aussi qui avait un appartement de 9 mètres carrés et je pense qu'il n'y avait pas de VMC, j'imagine, puisque c'est une chambre de bonne, je pense pas que c'était équipé. Et je me suis jamais posé la question à l'époque, mais là c'est la première chose que je regarderais si j'y allais, quoi. Tu me raconteras. Ouais. Et tu sais, en parlant d'odeur et des cuisines et tout, un truc qui a changé et que je trouve un peu rigolo, c'est que parfois, quand je cuisine avec mon masque, dans certaines circonstances, il a fallu que je le fasse. Et comme je sens pas parfaitement l'odeur de la nourriture et tout, je me rends compte déjà qu'il y a plein de choses que je fais à l'odeur. Je me dis, ça c'est prêt parce que ça sent d'une certaine manière, impossible à décrire, mais voilà. Et comme le masque, ça m'échange, ça me masque les odeurs, parfois, j'ai eu des fois où la nourriture a brûlé. Oh non. Ouais. Moi, ça m'est arrivé parfois de tremper par erreur, par accident, mon doigt dans la sauce ou je sais pas quoi, et de le porter à la bouche pour le lécher, et non, il y a le masque. Ah ouais, moi aussi, mais du coup, je l'ai mis dans mon masque. Ah oui, d'accord. T'es allé au bout, toi. Oui, okay. Je me suis pas... tu sais que moi, j'ai dit beaucoup que je me rends pas compte que j'ai le masque, je le sens pas tellement... pour moi, c'est confortable et tout. Et parfois, ça m'arrive comme tu dis, en cuisine, où il y a le doigt qui, je sais pas, qui est mouillé dans la sauce, voilà. et moi, ça m'est déjà arrivé au moins une fois, je sais pas si peut-être 2 fois, je sais pas. Mais ça m'est déjà arrivé de le mettre, de l'amener directement dans ma bouche et de trouver le masque avec le tu vois, du coup. Après, le masque avec la sauce aux tomates ou je sais pas quoi, ou pesto ou tout ce que tu veux, dans le masque. Ouais, ok. On pourra parler de décoration de masque dans un autre épisode, on parlera de décoration à la sauce. Ouais. Non, mais oui, ou pareil, où j'ai envie de boire un truc. Oui. Et je prends le verre et boum. Oh non. Oui, dans mon masque. Ça t'est arrivé d'aller au bout, vraiment, de verser sur le masque? Pas de le verser, mais de le. Je sais pas. Ah oui, au moins, le verre rencontre le masque. Comment dire, en fait, quel est le mot de cogner le verre avec le masque? Ouais, voilà, d'accord. Mais après, tu te rends compte avant de le pencher trop. Okay. Quoi? Oui, après, tu te rends compte qu'il y a le masque avant d'avoir quand même penché le verre de façon à ce que ça coule. Oui, ok.
Oui, mais parce que en rapprochant le verre fait que le masque touche ma bouche. Ouais, Et ouais, là, je voilà. me rends compte. Donc voilà. Hmm. Je sais pas si ça filtre l'eau, un masque FFP2. Ouais, je sais pas. Et sinon, euh, avant 2020, quand je sentais les odeurs des cuisines des voisins, bah, ça me plaisait, enfin selon si j'avais des voisins qui cuisinaient des trucs qui me plaisaient, quoi. Ouais. Mais souvent, les voisins, oui, ça me plaisait ce que les voisins faisaient à manger. Et du coup, c'était chouette, tu vois, au moins de, ah ouais, ils sont en train de manger ceci ou cela, ou de faire cuire des oignons, ou enfin voilà, quoi. Et maintenant, si je sens des odeurs de cuisine qui viennent pas de mon appart, Ouais. et ça me fait flipper. Et oui. Moi, je me dis, mais ça vient d'où et par quel trou ces odeurs sont en train de pénétrer mon appartement? Ouais. C'est pas possible. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient avec ces odeurs-là? Bah ouais, c'est ça la vraie question. Ah, ouais. Ouais. Bon, bah nous, on fait toujours notre podcast un petit peu à l'arrache. Hein. On enregistre quand on a le temps et qu'on a des disponibilités, et on le sort quand il est prêt. Donc on sait toujours pas trop quand le prochain épisode va sortir, mais ce qu'on sait, encore une fois, c'est que ce sera pendant le Covid. À bientôt. À bientôt. Parce que j'allais dire, je savais pas qu'il y avait le vinaigre, mais je dis que ça, je l'utilisais à l'époque. Donc, En 2014. oui, c'est vrai, c'est en 2014. C'est vrai, ah, trop bien. Oui. J'aime trop ce fil rouge, c'est trop drôle. Quoi? J'aime trop le fil rouge de 2014, il est excellent. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je m'impressionne, du coup, il s'est rien passé dans ma vie après. Mais je suis choquée pour de vrai. Attends. Pardon, ok.